On fait son cinéma. Prise pub. En 1918, vit dans un ghetto juif un barbier à la ressemblance frappante avec Adenoid Hynkel, le dictateur de Toménia, qui veut exterminer le peuple juif. Alors qu'une rafle a lieu dans le ghetto et que le barbier est arrêté, il se retrouve avec Schultz, à la solde du dictateur, mais que le barbier a sauvé lorsqu'il était soldat. Schultz va le protéger autant qu'il le peut de l'antisémitisme et de la folie du dictateur. Le dictateur de son titre original The Great Dictator a été réalisé par Charles Chaplin en 1940 et tient une place importante dans sa filmographie car il s'agit de son premier long métrage parlant avec des dialogues. Le film sera sélectionné aux Oscars dans 5 catégories. En 1941, meilleur film, meilleur acteur dans un premier rôle, Charles Chaplin, meilleur acteur dans un second rôle, Jack Oakie, meilleur scénario, Charles Chaplin, et meilleure musique originale, Meredith Willson, mais ne recevra aucune récompense. Il a reçu le prix du New York Film Critics Circle Awards pour le meilleur acteur, mais a refusé de l'accepter. Au Juicy Awards, il a gagné le prix du meilleur film étranger en 1974. Pour le National Board of Review en 1940, il a gagné le NBR Award pour le meilleur acteur, Charles Chaplin, et le top 10 film. Au Kinema Jumper Awards en 1961, il a remporté le prix du meilleur film étranger et pour finir, il a aussi reçu le prix du National Film Preservation Board en 1997. Dans les acteurs, on retrouve bien sûr Charles Chaplin lui-même dans le rôle du dictateur de Tomania et le barbier juif, Jack Oakie qui joue Napaloni, le dictateur de Bacteria, Paulette Goddard dans le rôle de Anna, Reginald Gardiner dans le rôle de Schultz ou encore Henry Daniel qui joue Garbage. La musique a été composée par Chaplin comme à son habitude, mais il a aussi été secondé par Meredith Willson. Le Dictateur est un film à part dans sa filmographie et va marquer un tournant. Il s'était déjà engagé contre le capitalisme avec son film Les Temps modernes, mais il va beaucoup plus loin avec Le Dictateur alors qu'un pan déterminant de l'histoire est en train de s'écrire. Le Dictateur est mon premier film où l'histoire est plus grande que Le Petit Vagabond. Charles Chaplin. Jusqu'ici, on connaissait surtout Charlot, le petit vagabond. Mais avec ce film, il prend ouvertement un risque d'une certaine manière, puisqu'il bouleverse ce qui jusqu'ici a fait son succès et décide d'aller sur un terrain plus politique et engagé, ce qui d'ailleurs lui a valu bien des problèmes. Avec ce film, Chaplin fait une véritable satire de Hitler. En effet, les événements de la nuit de cristal ont été un choc et un déclic. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, les nazis déclenchent une multitude de pogroms, signifiant destruction, pillage. On l'appelle la nuit de cristal à cause du son que produisaient les débris de verre étalés dans les rues, après que des commerces, librairies, synagogues et foyers juifs aient été vandalisés, des livres brûlés. Environ 30 000 hommes juifs ont été emmenés dans des camps de concentration. C'est la première arrestation de masse ayant pour seule raison que ces personnes étaient juives. Ce fut l'élément déclencheur de l'écriture de son film Le Dictateur. Il mettra 2 ans pour écrire ce film avec plus de 300 pages. Et surtout, c'est son premier film dialogué alors qu'il s'était toujours refusé à faire du cinéma parlant, considérant que le silence est d'or, surtout pour un art de l'image. Mais lorsqu'il a voyagé en Europe et vu déjà l'emprise de Hitler sur les foules, sur le peuple allemand, ça l'a profondément bouleversé. Il tourne le film à Hollywood, dans les studios dans lesquels il a fait reproduire les différents décors. C'était aussi pour lui l'occasion d'évoquer la Première Guerre mondiale au début du film dans les tranchées. Il faut savoir qu'il lui a été beaucoup reproché dans les journaux anglais qu'il ne soit pas allé au front. Pourtant, il a essayé. Il a été refoulé par le médecin à cause de son poids. Cependant, il a quand même participé d'une certaine manière car ses courts-métrages étaient diffusés par exemple auprès des soldats blessés pour leur remonter le moral. Comme quoi le cinéma et l'art en général, ce n'est pas essentiel, non. C'est vital. Il a commencé le tournage le 9 septembre 1939, juste avant qu'Hitler ne déclare la guerre. L'Amérique de l'époque voit déjà d'un mauvais œil le film de Chaplin, préférant le pas de vague à la dénonciation. Mais Chaplin le fera quand même. Il se sent comme investi d'une mission, celle de parler de ce qu'il se passe en Allemagne. C'est assez étonnant qu'il ait réussi à faire un film sur la Shoah par le biais de la comédie, et je crois que c'est bien le seul qui aurait pu le faire. Chaplin a dû être protégé, accusé d'être communiste et mis sous surveillance parce qu'il recevait des lettres de menaces, mais n'a jamais cédé. Il a fait son film comme il l'entendait, en assumant les conséquences qui pourraient en découdre, ce qui impose vraiment le respect. Je ne suis pas sûre qu'il aurait pu faire ce film aujourd'hui. Il va beaucoup s'inspirer de Hitler, mais aussi de Napoléon et d'autres despotes, épluchant les images d'actualité pour coller au plus près avec leur manière de parler, de bouger et d'haranguer les foules. Au fur et à mesure du tournage, Chaplin prend conscience de l'emprise de Hitler et le discours final du film, il l'a réécrit un nombre incalculable de fois. Un discours criant de vérité à l'époque est toujours aussi fort et vrai aujourd'hui. Je vous propose d'en réécouter une partie avant de continuer cette analyse. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes.
a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, en régiment toute votre vie, et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon, et qui vous traite comme du bétail. Ce discours pour moi renverse tout dans le film parce que même s'il a réussi à apporter du comique dans l'intrigue, le fond reste sombre et lourd, d'autant plus que pour certains c'était leur quotidien. Avec ce discours, il apporte un vent d'espoir et d'humanisme, une bouteille à la mer. Ce n'est pas un discours qui en appelle à la violence, sinon à l'empathie et à la fraternité, un appel à résister, mais pas pour les combats faux semblants qui ne sont que la partie immergée du problème, sinon le vrai problème. C'est pour ça que le film et le discours sont toujours aussi modernes, en particulier dans notre société, un appel à combattre la violence, la haine et l'ignorance. Un appel à se débarrasser d'un monde où la bêtise l'emporte sur la réflexion. Même si je comprends l'intérêt, ça fait moins mal à la tête, mais ça fait plus de dégâts humains. Je crois que quoi qu'il se passe dans notre vie, ce discours doit être revu, il doit être repartagé, mais surtout compris autant intellectuellement qu'émotionnellement. Et je le redis, le fond de ce discours reste la non-violence. Une séquence très forte, filmée pourtant quasiment en plan fixe, à part un travelling avant, à un moment du discours. En école de cinéma, on nous dit qu'on doit changer de valeur de plan au bout de quelques secondes parce que le spectateur va s'ennuyer et que son attention va diminuer. Voilà la preuve que c'est faux. Parce que le discours, la performance magnétique et investie de Charlie Chaplin et la musique nous captent du début à la fin. La première séquence d'un film, qu'il s'agisse de l'introduction de l'intrigue ainsi que celle des personnages, en dit long sur le film. Le dictateur le confirme. Dans cette séquence, on sent les deux partis pris du réalisateur, d'une part celui de parler d'un sujet grave, la guerre, donc l'histoire, d'autant plus qu'ici elle est récente avec la Première Guerre mondiale et en cours avec la Seconde, et le deuxième parti pris est celui de la comédie. Lorsque le film débute, on a l'impression qu'il s'agit d'un documentaire, que ce soit les panneaux écrits, avant de découvrir les images, ou la voix off, pendant que la caméra parcourt le champ de bataille. La reconstitution des décors et des armes est assez impressionnante et immersive. On sent vraiment que Chaplin a mis un soin particulier à être au plus près de la réalité et avec sérieux. Même lorsqu'il est comique, il est investi à 100% et honnête dans son jeu. Il s'autorise aussi une petite satire de l'armée et en particulier de la relation entre les gradés et les soldats. Toujours dans le rire. Il faut vérifier l'obus. Vérifier l'obus. À vos ordres. L'obus. On retrouve le même procédé avec les séquences dans lesquelles le dictateur Hinkel s'adresse à la population. Pour le côté documentaire, on a encore la voix d'un narrateur qui traduit le discours du dictateur, et en ce qui concerne la gestuelle, Chaplin a épluché beaucoup d'images d'Hitler pour capter ses mouvements et ses intonations, un vrai travail de recherche. Que l'on retrouve aussi au niveau des costumes ou le salut de la foule, que même la statue de la Vénus de Milo et le penseur arborent. Peut-être un moyen subtil de montrer que l'Europe et les pays alentours se sont soumis à l'idéologie du dictateur, reniant par là leur propre culture et leurs valeurs. Dans le discours en lui-même aussi, on retrouve cette démarche puisque le réalisateur a inventé une langue, un mélange de langue allemande avec quelques mots anglais, ainsi que des onomatopées et grognements. Le discours nous est parfaitement incompréhensible. On peut capter quelques mots anglais et allemands du champ lexical de la guerre. Désolé pour la prononciation des mots qui suivent. Soldiers, Vorhenkel, Blitzkrieg, guerre éclair, Mit den Juden, avec les juifs, et quelques clichés allemands, Wiener's Schnitzel, Leberwurst, ou encore Sauerkraut. Ça veut dire bière, saucisse et choucroute. On sent aussi que Chaplin a travaillé sur l'effet de foule que le discours provoque. Le dictateur devient carrément un maître d'orchestre, intimant quand applaudir, quand hurler et surtout quand s'arrêter pour laisser place au silence. Si ça ne nous faisait pas sourire, ça en serait véritablement effrayant. Ce qui nous amène au côté comique. Pour continuer dans le discours en lui-même, il y a la toux incontrôlable dont le dictateur est soumis et qui le coupe systématiquement. C'est drôle et ça le ridiculise aussi un peu. Le moment avec les micros qui a priori ne supportent pas le volume avec lequel le discours est prononcé est très drôle, ou alors sont-ils d'accord au même titre que la population, car c'est à ce moment qu'il évoque les juifs. La caméra quant à elle effectue des mouvements que je qualifierais d'efficaces. Il n'y a pas d'hésitation, elle est soit fixe, soit en
travelling avant ou arrière et parfois en légère contre-plongée pour le faire paraître plus grand. Mais finalement, je trouve que cette séquence, bien que dans un langage inventé, ne laisse pas vraiment de doute quant au sens du discours. On comprend plutôt bien où il veut en venir. On retrouve encore beaucoup d'exactitude dans les scènes comme la rafle dans le ghetto juif que Chaplin transformera en ce qui ressemble à une bataille de tarte à la crème. On retrouve le mot Jew peint en blanc que l'on voit sur les fenêtres après que le barbier ait été frappé avec une poêle. Tout ça pour dire que Chaplin arrive à trouver l'équilibre entre l'horreur de la vérité historique et l'humour. Le film montre l'inconsistance de l'idéologie nazie et dépeint un portrait d'Hitler très peu glorieux. Ce qu'il nous montre, c'est que finalement, il n'y a que deux choses qui appartiennent véritablement à Hitler, sa mégalomanie et l'aura de sa présence. Car ce que l'on voit à plusieurs reprises, c'est d'une part que ce n'est pas vraiment lui qui est au cœur des décisions, il en est l'instigateur, mais ce sont ses seconds qui lui disent quoi faire. Par exemple, lorsqu'il apprend que des ouvriers de son entreprise, 3000 en tout, veulent faire la grève, il veut tous les tuer. Mais Schultz le fait changer d'avis. On voit ensuite la bancalité de son idéologie. Il se plaint que tous les meneurs de grève sont bruns, lui prône la race aryenne, c'est-à-dire les blonds aux yeux bleus, et veut faire exterminer les bruns et les juifs. Alors que lui-même est brun, tout comme son commandant. Et ensuite, on voit ce dernier qui va encore le faire changer d'avis ou le tempérer, et la mise en scène vient appuyer le fait que le dictateur n'est pas entièrement aux commandes, car Schultz vient se poser presque au-dessus de son épaule. Il le regarde debout comme s'il avait la main mise sur lui. D'ailleurs, il sait comment lui parler pour être dans ses bonnes grâces en flattant son ego surdimensionné. Son éloge va donner la deuxième séquence la plus connue du film, en dehors du discours, celle du globe, car qu'elle le pense, il peut devenir le maître du monde. Out César, empereur du monde, dit-il après s'être rapproché, comme un prédateur va attaquer sa proie. La musique à ce moment précis est importante. Il s'agit de Wagner, le compositeur préféré de Hitler, et dont il utilisait les musiques lors des cérémonies. Inkel, enfant psychopathe qui joue avec le monde au premier et second degré, et ce avec beaucoup de grâce d'ailleurs, on assiste à un ballet aussi magnifique qu'horrifique lorsque le globe explose, car sa mégalomanie met en danger le monde, le vrai. De plus, lorsqu'on le voit lorsqu'il rencontre Napoléonie, on dirait deux enfants rois qui se battent pour un jouet, excepté que leurs jouets sont des personnes. Finalement, on voit la désolante vérité de ce qu'est un dictateur et des ravages qu'il peut produire. Le Dictateur est un classique du cinéma réalisé par un monstre du cinéma. Il a marqué les esprits à l'époque de sa sortie. C'était quelque temps avant que Chaplin et sa famille ne soient contraints à s'exiler des États-Unis, victimes du macartisme. Le Dictateur continue aujourd'hui à résonner dans notre société et le message qu'il véhicule est plus que jamais important, car il est primordial de protéger la démocratie et toute l'actualité depuis plusieurs années nous le prouve. Allez, c'est la fin de cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.